Hello, je suis Sophie Banamani, UX Researcher chez Perfection et aujourd'hui je viens vous parler d'expérience utilisateur en Chine. Donc pour comprendre l'expérience utilisateur en Chine, il faut d'abord comprendre les facteurs culturels qui influencent le comportement des utilisateurs chinois ainsi que leurs préférences, mais aussi comprendre le paysage digital dans lequel ils évoluent. Et on va voir que même si aujourd'hui les Chinois adoptent de plus en plus des normes UX telles que nous les connaissons, qu'il y a des spécificités importantes à prendre en compte lorsqu'on conçoit une expérience utilisateur pour les Chinois. Donc dans cette présentation, on va voir des éléments de l'interface tels que les couleurs, la typographie, mais aussi les fonctionnalités préférées, puis le paysage digital actuel ainsi que les tendances UX. Pour ce qui est de l'interface, lorsque souvent on regarde un site internet chinois, ces sites nous paraissent vraiment très colorés, avec des couleurs très vives, très flashy. Et la raison pour laquelle les Chinois affectionnent en particulier ces couleurs vives, c'est parce qu'elles sont associées à la chance. Et la chance, c'est un concept fondamental et une valeur très importante dans la vie quotidienne des Chinois. Ils sont très superstitieux et passent beaucoup de temps à chercher des dates ou des chiffres qui portent bonheur. Et les couleurs font partie de cette croyance. Donc le rouge, par exemple, et tout ce qui tire vers le rouge, le rose, le mauve, l'orange, vont être associés à la célébration, l'abondance et le bonheur et la richesse. Et le jaune aussi est une couleur porte-bonheur chez les Chinois qui va être associée à la royauté, l'or, l'empire, mais le vert et le bleu aussi sont des couleurs chanceuses. Donc ici, on peut voir les interfaces de Tmall et Ctrip, qui sont des sites web très populaires en Chine, qui arborent les couleurs qu'affectionnent les Chinois, ainsi que Taobao, JD, qui sont aussi des sites e-commerce très populaires. On peut voir aussi que certaines marques internationales telles que Sephora adaptent leurs sites au public chinois, notamment les couleurs. Ici, on voit que sur la version française, on a des couleurs, un ton noir et blanc, alors que sur la version chinoise, on va avoir des couleurs un petit peu plus vives. Pour McDonald's, par exemple, on va avoir un thème assez sobre pour la version française, alors qu'en Chine, ils ont vraiment étiré le jaune qui fait partie déjà de leur charte graphique pour s'adapter aux préférences des masses chinoises. Pour Amazon, ils ont troqué leur menu bleu foncé pour un menu plus clair et pareil, des couleurs plus vives dans l'ensemble de l'interface. Pour Cartier, leur logo qui est noir sur la version française, sur la version chinoise est devenu rouge. Et sur leur site, on ne le voit pas ici, il y a aussi pas mal d'icônes et de boutons qui sont rouges. Pour ce qui est de la typographie, lorsqu'on regarde les sites chinois, ils nous paraissent souvent très chargés en texte, très condensés. Et il y a deux raisons pour ça. La première étant que les caractères chinois ne peuvent pas être stylisés comme les langues alphabétisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace d'italique, de capitale, et que les polices en fait sont très limitées. Ensuite, la deuxième raison, c'est que le chinois, c'est ce qu'on appelle une langue de haut contexte. Une langue de haut contexte, c'est une langue dont l'interprétation de ce qu'on dit va dépendre beaucoup des circonstances, mais aussi du contexte verbal, et pour pouvoir interpréter toutes les nuances et les subtilités de ce que votre interlocuteur vous dit. Donc la quantité et le contexte vont être perçus comme étant utiles aux Chinois. Alors quand il s'agit de faire un site minimaliste et de réduire au maximum les textes, il faut vraiment prendre en considération la cible démographique à laquelle on s'adresse. Et la taille de police minimale doit être de 12 points, que ce soit sur mobile ou sur web. Ici, on peut voir des exemples de sites d'information où il y a beaucoup de texte. On voit qu'il n'y a pas cette hiérarchisation dans le corps du texte. Sohu et ici la page de Tencent, pareil. Donc tout ça, c'est plutôt normal pour un lecteur chinois. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités, il faut savoir que les Chinois
ne se servent pas beaucoup des barres de recherche parce que les barres de recherche ne sont pas très efficaces. C'est difficile d'avoir un algorithme performant en langue chinoise parce que le caractère va changer de définition en fonction de son association avec un autre caractère. Et aussi, taper sur un clavier en chinois est plus difficile, donc les fautes d'orthographe sur les caractères sont plus fréquentes et l'ensemble de la population n'est pas instruite forcément de la même façon. Donc, on va voir sur le site d'Amazon que lorsqu'on va sur la barre de recherche, on va avoir un menu déroulant et puis à côté, on a aussi des menus déroulants avec des catégories, des sous-catégories. Donc, les utilisateurs chinois vont chercher ainsi leurs produits ou leurs sous-catégories. Et d'habitude, dans la barre de recherche, on peut avoir des suggestions de mots. Ici, j'ai choisi l'exemple d'Amazon, mais c'est dans beaucoup de sites chinois, la plupart même, c'est comme ça. Pour ce qui est des logins, l'adresse email ou l'identifiant va souvent être remplacé par le numéro de téléphone. Les numéros de téléphone en Chine sont rattachés à la carte nationale d'identité, au compte bancaire, et donc sont aussi importants qu'un numéro de sécurité sociale. Et puis, c'est aussi beaucoup plus accessible pour une certaine population qui aura un peu moins de mémoire parce qu'elles sont âgées ou elles sont un peu moins instruites. Ça permet vraiment de pouvoir s'identifier avec juste son numéro de téléphone et d'avoir un SMS. Les logins secondaires vont souvent être les identifiants de réseaux sociaux de Chine, qui sont Weibo, QQ, WeChat, Alipay. Les codes QR, c'est une seconde nature pour les Chinois. Toute la journée, on les voit scanner avec leur téléphone portable. Et par exemple, pour louer un Vélib dans la rue, mais aussi parce que c'est le moyen de paiement le plus utilisé en magasin pour régler ses achats. Donc aujourd'hui, on scanne un code QR et une transaction digitale s'opère. Les codes QR sont vraiment partout pour ajouter un ami sur un réseau social, sur un parcours omnicanal, en tant que badge dans les hôpitaux, pour avoir une info nutritionnelle sur un aliment, pour avoir des informations sur un produit. Vraiment, ils sont utilisés un petit peu partout et on voit cette mode arriver d'ailleurs. On commence à avoir des codes QR un peu partout. Ce qui est extrêmement important à savoir sur les Chinois, c'est que c'est une société collectiviste et donc l'expérience de groupe va toujours prévaloir sur celle de l'individu. Les décisions sont souvent prises pour le bien du groupe, de son cercle familial, ses amis, sa communauté. Et donc, les avis sont extrêmement importants pour les Chinois qui vont s'appuyer sur les recommandations des autres pour faire leurs choix et leurs décisions en termes d'achat. Il faut donc leur fournir des grands moyens de communication pour partager, consulter les expériences des autres et un service client très, très joignable et efficace, que ce soit par chat ou par téléphone. On peut voir ici une illustration faite par un artiste chinois qui reflète sa perception de la communication chez les Chinois versus la communication chez les Européens. C'est aussi pour cette raison que les applications et les réseaux sociaux dédiés au partage d'avis sur les produits sont aujourd'hui extrêmement populaires en Chine et doivent faire partie intégrante d'une stratégie digitale. Tout ce qui va être interactif, jeux, discount, vidéos sont aussi très populaires et donc il va être clé pour stimuler la conversion et les ventes pour tout ce qui est e-commerce. Et donc, on peut voir ici Taobao qui a son application. Taobao, c'est l'équivalent d'Amazon en Chine. Et il a développé sa propre application pour permettre à ses acheteurs de contacter directement les vendeurs ou dialoguer avec d'autres utilisateurs qui seraient intéressés par les mêmes types de produits. Et sur ce screenshot, on peut voir aussi un jeu aussi lancé par Taobao qui, en une semaine, a rassemblé plus de 300 millions d'utilisateurs qui pouvaient jouer en direct, en live, gagner des réductions avec leur score, partager leur score sur les réseaux sociaux, inviter d'autres amis à jouer en même temps. Et donc, il a permis vraiment de stimuler énormément les ventes
les ventes de Taobao sur cette saison. En termes de tendance UX, depuis quelques années, en Chine, les industries ont des UX designers et donc ont commencé un petit peu à adapter les sites chinois très chargés, très colorés, vers un style un peu plus occidentalisé, avec moins de texte et plus d'images. C'est surtout vrai pour certaines industries comme la technologie ou l'e-commerce, où les sites sont devenus plus épurés et plus minimalistes. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, les Chinois ont gardé l'habitude d'accéder à énormément d'informations. Ils sont aujourd'hui toujours des consommateurs très avisés qui cherchent énormément d'informations sur les produits qu'ils consomment. Et donc, c'est important de leur permettre d'avoir accès à cette information rapidement. Donc, je vais vous emmener directement sur le site de Lenovo. Donc, on peut voir que c'est un site qui ressemble plus ou moins à un site tel qu'on les connaît, quoique un peu plus coloré, et avec un slider, avec beaucoup de slides dans le slider. Mais c'est même un site très dense, avec des menus et des sous-menus. Et lorsque je vais me rendre sur la page produit, donc je vais prendre une page produit pour vous montrer un petit peu comment sont faites les pages produits. Donc ici, nous sommes sur... Voilà, je choisis un produit. Donc, c'est en train de charger. C'est bon. Alors, d'habitude, il y a une petite vidéo, souvent ici, avec un storytelling. Et puis ici, on a les informations sur le produit. On va voir qu'il y a beaucoup d'informations très détaillées sur cet article. Mais c'est comme ça dans toutes les pages de leurs produits. Et les Chinois ont beaucoup plus l'habitude de scroller très longuement leur page. Donc on peut voir ici notamment qu'il y a beaucoup d'informations et que c'est une très longue page. Donc voilà, donc toujours fournir beaucoup d'informations. Si l'information est perçue comme étant trop peu suffisante ou trop minimaliste, cela va instaurer de la méfiance de la part des utilisateurs chinois et la marque sera perçue comme n'ayant pas grand-chose à offrir. Pour ce qui est du paysage digital actuel, il est aussi dominé par ce qu'on appelle les super applications. Et les super applications sont comme des applications, mais qui vont regrouper un ensemble de fonctionnalités, souvent avec un porte-monnaie qui va nous permettre de payer nos achats, mais aussi faire aussi des transactions bancaires, recevoir de l'argent, transférer de l'argent, et puis faire des achats comme acheter des billets de train ou d'avion, commander un repas, appeler un taxi. Et cela, c'est popularisé à cause du fait que Google est interdit donc en Chine, donc il n'y avait pas d'App Store. Chez nous, on a une ou deux App Store principales, alors qu'en Chine, il y avait beaucoup de petites applications avec plein d'App Store partout en Chine, et ça a permis vraiment aux grands acteurs, Tencent, Alipay, de dominer le marché avec leurs super applications. Donc, on en a quelques-unes. Et dans ces super applications, on va avoir aussi ce qu'on appelle des mini-programmes. Des mini-programmes qui sont comme des applications, mais plus légers, qui n'ont pas besoin d'être téléchargés, qui n'ont pas besoin de mot de passe et qui n'ont pas de publicité. Et l'avantage, c'est qu'à partir d'un point d'entrée unique, l'utilisateur va pouvoir passer de service en service, de marque en marque et faire ses achats ou payer ses services. Donc, pour un site, pour une marque, c'est important d'avoir une page WeChat, plus important même que d'avoir un site internet, et avoir un mini-programme aussi paraît essentiel. Bien sûr, les mini-programmes peuvent coexister avec des applications traditionnelles. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon sur l'UX en Chine. Merci d'avoir regardé cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter chez Fairpexion si vous avez des questions. On sera ravis de vous aider.
Merci. Au revoir.